Alors bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe de l'Observatoire international des droits de la nature, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Les droits de la nature, une approche comparative entre le Canada et la France. Je me présente, je suis Inès Benada, avocate. Je serai votre modératrice pour ce panel. Alors nous aurons l'occasion aujourd'hui de recevoir des conférenciers de qualité en la matière lors de cette table ronde. Je parle de Marine Calmet, Sophie Gosselin, Jenny Vega Cardenas et David G. Bartoli. Membres du public qui sommes avec nous depuis Paris, Montréal ou encore ailleurs, vous pourrez préparer vos questions pour nos invités lors de leurs interventions et les poser durant la période de questions de 20 minutes à cet effet à la fin du webinaire. Alors, sans plus tarder, notre première conférencière, Jenny Vega Cardenas, qui est docteur en droit et avocate au Canada et en Colombie. Elle est cofondatrice de l'Observatoire international des droits de la nature et membre du réseau expert du chapitre Harmonie avec la nature de l'ONU. Elle est récipiendaire de la médaille du couronnement du roi Charles III pour son apport exceptionnel à la protection de la nature au Canada. Elle a joué un rôle essentiel dans la reconnaissance des droits et de la personnalité juridique de la rivière Magpie, Moteheko-Chipou, une première historique au Canada. Elle est chercheuse invitée à l'Institut Max Planck de droit international et comparé à Hambourg en Allemagne. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'un doctorat en droit de l'eau d'une université canadienne. Elle a publié un grand nombre d'articles et d'ouvrages scientifiques en anglais, en français, en espagnol, et elle est fréquemment invitée à participer à des exposés des conférences internationales et nationales sur les questions relatives à l'eau et aux droits de la nature. Elle mène actuellement une campagne pour la reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent au Québec, au Canada, et par l'intermédiaire notamment de l'Observatoire. Et elle a récemment co-rédigé un ouvrage collectif sur la reconnaissance de la nature et des rivières en tant que sujet de droit. Si ça vous intéresse, une personnalité juridique pour le fleuve Saint-Laurent et les fleuves du monde. Et son dernier ouvrage, d'ailleurs, Méthodologie et épistémologie du droit comparé, qui a été publié par LexisNexis Canada, représente une avancée supplémentaire dans le domaine en proposant une nouvelle méthodologie de décolonisation du droit. Alors, Jenny, sans plus attendre, je te laisse la parole. Merci beaucoup Inès pour cette présentation. Merci aussi à Elisa, notre responsable de communication, d'avoir organisé ce panel, cette conversation entre le Canada et la France. C'est vraiment très pertinent. Merci, un très grand merci à Marine, à David et à Sophie, nos conférenciers aussi invités de la France qui se joignent et prennent du temps pour partager toutes les initiatives qu'ils développent dans ce continent, dans ce beau pays. Et puis, sans plus tarder, je vais vous présenter la présentation PowerPoint que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Parfait, merci. Donc, effectivement, la présentation d'aujourd'hui s'intitule L'évolution des droits de la nature au Canada. Et puis, on va faire une présentation rapide de l'Observatoire international des droits de la nature. Vous savez, c'est une organisation non gouvernementale. Notre mission, c'est de promouvoir la reconnaissance des droits de la nature au Québec, au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Nos outils, ce sont la recherche, le monitoring, donc on suit les diverses initiatives à travers le monde, l'analyse et la proposition d'instruments juridiques puissants grâce auxquels nous cherchons à créer et à promouvoir des discussions au niveau législatif ou réglementaire à tous les niveaux. Et nous travaillons aux côtés d'avocats, de juristes, de professionnels et d'experts de tous les horizons en vue d'un changement du cadre juridique. Et vous savez, le droit de la nature, ça implique un changement de paradigme. Nous sommes dans l'ère de l'Anthropocène où on voit la nature comme étant une ressource, donc quelque chose, un élément qui nous sert à atteindre nos objectifs, donc un objectif parfois individuel ou collectif, mais on la voit surtout comme étant un objet.
Et puis, on vise faire promouvoir un changement de paradigme, c'est-à-dire de promouvoir l'écosystème comme étant au centre des intérêts à tous les niveaux, économiques, sociaux, politiques, législatifs, et aussi en nous voyant pas séparés des écosystèmes, mais en intégrant l'écosystème. C'est-à-dire, si je vois l'écosystème comme un sujet de droit, comme une entité qui mérite du respect, mais en même temps, les traitant bien, je me traite moi-même également bien parce que ce qui est bon pour l'écosystème est bon pour l'humain parce que nous en faisons partie. Et puis, ça nous permet d'identifier pourquoi protéger les droits de la nature. Ça nous permet de mieux protéger les droits humains. Parce qu'en fait, si je protège une rivière ou une montagne ou une forêt, je protège de la même manière mes droits à la vie, à la santé, à un environnement sain, à une vie digne, à l'eau, à l'assainissement, et j'en passe. Et puis, quand on parle des droits de la nature, vous avez entendu parler beaucoup du mot la personnalité juridique. En fait, la personnalité juridique se rapporte à la manière dont on est considéré ou traité par la loi. Et c'est un concept transversal qui existe dans divers systèmes juridiques, que ce soit la common law, le droit civil et même dans les traditions juridiques autochtones. Et puis, c'est ça qui nous permet de donner une catégorie à une chose ou à une personne ou à une situation et le changer d'objet, comme actuellement c'est les arbres ou l'eau ou les fleuves, à sujet des droits. Et actuellement, les détenteurs des droits, c'est ceux qui ont la personnalité juridique, sont surtout les personnes humaines comme nous. Donc, on a des droits humains, personnes humaines, droits humains, les femmes, les hommes, les enfants. On n'a pas toujours eu cette catégorie, ni les enfants non plus. Les compagnies ont également des droits, ont une personnalité juridique. Nous, notre observatoire, une ONG, est créée par la loi et a sa personnalité juridique. Mais les entités naturelles peinent à se faire reconnaître comme étant une entité juridique avec des droits. Mais le mouvement est en croissance. On a environ plus de 400 manifestations au niveau mondial, dans plus de 40 pays au niveau mondial. Donc, ça nous montre vraiment l'intérêt, la pertinence et l'actualité de ce mouvement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, il vient de nommer le Mar Menor en Espagne, c'est un des premiers écosystèmes à obtenir sa personnalité juridique en Europe, vient de nommer les différents présidents des 3 comités qui vont gérer cette personnalité juridique qui a été octroyée par la loi en 2022. Et puis aujourd'hui, on voit que Teresa Vicente a été aussi nommée membre pour prendre soin del Mar Menor. Donc on voit que ça évolue et que maintenant on voit l'application concrète d'une loi qui a changé l'imaginaire de l'Europe. Donc c'est bon et pertinent que maintenant nos collègues français viennent de voir comment ça avance les initiatives. Mais aussi, il faut quand même remarquer que les droits de la nature reposent aussi sur une épistémologie autochtone. Parce qu'il y a beaucoup de peuples autochtones qui voient et se réfèrent à la nature pour établir des principes de loi et d'ordre. Vous parlez avec différentes communautés, eux, ils vont parler surtout de la mère terre. Et cette mère, c'est un sujet, ce n'est pas un objet. Et puis pourtant, elle mérite alors toute sa reconnaissance et toute notre considération et effectivement des droits. Donc, on voit que la nature, en tant que sujet ou un égal, est vraiment d'une inspiration aussi autochtone, très ancrée sur le territoire, très ancrée sur l'épistémologie des différentes nations. Et puis, parlant des nations autochtones, en fait, la première reconnaissance d'une personnalité juridique au Canada, c'est grâce au leadership des conseils des Inuits des Quanichit qui, eux, y ont reconnu, via 2 résolutions de mémoire, de la main avec la MRC, la municipalité régionale de comté, la personnalité juridique, et ont reconnu 9 droits, dont le droit d'ester en justice. Et puis, nous avons publié un livre sur la personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent, à l'intérieur duquel la dernière version va inclure un chapitre dédié à la rivière Magpie, pour si jamais vous voulez savoir davantage comment le développement est arrivé pour vraiment donner ses pas majeurs au Canada. Également, nous avons commencé toute une démarche pour reconnaître le fleuve Saint-Laurent comme sujet de droit. C'est énorme, la Magpie, qui est quand même 300 km de long,
et vient rejoindre ou inspirer le fleuve qui est plus de 1000 kilomètres de long, et une immensité et puis une richesse de biodiversité incroyable où les baleines viennent, ils migrent chaque année. Et le 5 mai 2022, on était d'ailleurs avec Inès aussi et plusieurs membres de cette alliance, des directeurs des centres de recherche, des municipalités, des peuples autochtones qui venaient avec nous pour les dépôts de ces projets de loi. Ça a été quand même marquant d'entendre les tambours de Rita Mestocosho à l'intérieur de l'Assemblée nationale lors de ces dépôts marquants des projets de loi au niveau provincial, mais également au niveau fédéral. Cependant, ces projets des lois ont tombé à l'eau parce qu'on a eu des élections. Donc, il nous faut recommencer le travail et puis représenter un projet de loi qu'on croit et on espère va être encore plus rassembleur parce qu'on a la reconnaissance de la personnalité juridique directement par les 11 Premières Nations de Québec-Labrador. D'ailleurs, c'est M. Ghislain Picard qui est allé à l'ONU. Il a parlé de cette reconnaissance, cette résolution qui venait d'adopter le 19 avril 2023, où il déclare que c'est une personne morale, c'est une personne juridique, elle a besoin de protection et nous, nous sommes les gardiens ancestraux. C'est ça qui disait les Premières Nations. Ça a été un geste inspirant. Et puis, effectivement, ils veulent faire partie de ces processus de rédaction et des nouvelles présentations d'un projet de loi où on va vraiment considérer aussi leurs intérêts, leurs visions, et puis bien sûr les impliquer comme gardiens de ces magnifiques fleuves. Et on a fait plusieurs participations à l'ONU, dont ici avec notre cher André Desrochers, qui a créé un film magnifique sur les arbres, les arts et les droits, qui a d'ailleurs commencé à partir un mouvement depuis janvier au Québec pour reconnaître les arbres comme tout un écosystème en soi. Donc vraiment, c'est magnifique, mais pour que ça vienne du bas vers le haut, vraiment des municipalités et des plus de municipalités qu'on vient changer dans un futur certain la loi au Québec. Et également, on a eu beaucoup de membres de l'Alliance Saint-Laurent qui se sont déplacés dans plusieurs occasions à l'ONU. Et puis, on a vu effectivement que dans les rapports du secrétaire général Harmonie avec la nature, qui fait rapport de toutes ces initiatives qui sont centrées sur la terre comme une personne, comme une entité juridique qui est sujet des droits, on voit un chapitre, une partie dédiée à la rivière Magpie. Donc, dans le rapport du secrétaire général, on le voit. On voit également qu'il fait référence au fleuve Saint-Laurent et aux deux projets de loi qui ont été présentés. Et d'ailleurs, dans les derniers rapports du secrétaire général, on a vu d'ailleurs, David, qu'ils ont intégré le Parlement de la Loire. Donc, c'est quand même un document qui a du poids au niveau international et voir ces initiatives citoyennes qui viennent du terrain se faire reconnaître ou passer à l'histoire. Ne veut pas, c'est des documents qui restent pour l'avenir, pour les chercheurs, pour les États, de voir que le mouvement avance et que ces initiatives sont reconnues. C'est quand même réconfortant et c'est vraiment gratifiant. Et puis, c'est sûr que le mouvement, on ne peut plus l'arrêter. Et il y a le chef, l'ancien chef de Kitigan-Zibi, M. Gilbert White Dog, qui a commencé l'initiative de reconnaître la rivière Gatineau comme sujet des droits. Et puis, on a déjà une déclaration citoyenne qui a été circulée par le biais de laquelle les gens reconnaissent directement cette personnalité juridique et est déjà signée par des centaines de personnes riveraines autour de la rivière Gatineau. Donc, le mouvement avance. Il y a déjà une page web, si vous cherchez Tenagadino Zibi Alliance, vous allez trouver la page web de cette initiative. Et entre-temps aussi, on a eu la demande des chefs autochtones en Manitoba, à Winnipeg, pour déclarer le lac Winnipeg comme sujet des droits, parce qu'il y a eu un renouvellement des droits à Hydro-Manitoba sans aucune considération de la santé du lac. Alors que, à ce moment-là, ils ont réveillé, on a été les consciences ont été réveillées grâce à la rivière Magpie et disaient, mais attendez une minute, vous ne pouvez pas renouveler de manière automatique une autorisation à 50 ans sans considérer la voie du lac et la santé du lac parce qu'on est en train de le tuer. Donc, on voit cette démarche devant une cour supérieure en Manitoba qui est en cours pour savoir comment ces mouvements prennent la force et s'enracinent au Canada. Et très récemment, on entend parler aussi de fleuve Yukon,
Et puis, on voit qu'il y a aussi des Premières Nations qui se mobilisent et disent c'est la meilleure manière de protéger nos fleuves. On veut également donner ces mêmes statuts de la marque paille pour ce fleuve Yukon. Et il y a des jeunes qui travaillent dans ce sens, donc on voit que c'est inspirant. Et la rivière Athabasca en Alberta, où il y a des montagnes magnifiques, des lacs bleus, toute inspiration vraiment naturelle, c'est des cadres qu'on ne peut pas croire nos yeux de la beauté. Mais il y a des rivières qui ont été affectées à cause de l'exploitation des gaz de schiste et on a renouvelé encore l'autorisation pour les réservoirs des déchets de cette exploitation pétrolière. Et les Autochtones, avec des ONG, ils ont présenté une demande à la Régie de l'énergie en disant, attention, on veut que vous reconnaissiez la personnalité juridique et qu'on entende la voix de la rivière dans ces renouvellements du permis de contamination parce que les choses sont changées. Les gens se sont réveillés et là, on entend et on veut entendre la considération et la voix de la rivière. Également, à la fin de l'année 2024, il y a l'Assemblée des Premières Nations, non pas Québec-Labrador, mais des Colombie-Britanniques, qui donne un support légal à la reconnaissance des droits de la nature en général. Et puis, il demande à la population, au gouvernement provincial, au gouvernement fédéral et à tous les ONG et institutions académiques à leur donner support pour faire des nouvelles de reconnaissance d'identité naturelle comme sujet de droit. Donc, on voit que il y a eu des graines qui ont été plantées et puis que finalement, ça fait un mouvement de toute beauté, dans notre cas au Canada. Et puis, j'ai fini par le cas de la rivière du fleuve Fraser ou de Sturgeon River, que c'est le nom qui a été donné par la Silcotin Nation, donc la nation Silcotin en Colombie-Britannique, que eux, ils disaient, je le soulignais dans ces passages, les personnes, les animaux, les plantes, les poissons, les nains, les territoires et les rivières ont des droits. Ont des droits et aussi ils doivent être considérés dans toute décision qui va compromettre leur bien-être. Donc, on doit les considérer et les respecter. C'est vraiment de toute beauté. C'était un 2020. Et je vous finis avec le livre de Robin Wall Kimmerer, que c'est une professeure d'origine autochtone, qui nous dit, ce n'est plus suffisant de nettoyer une rivière si on n'a pas amélioré notre relation avec le territoire, notre relation avec la rivière. Parce qu'il dit, c'est cette relation qu'en améliorant, ça va nous guérir, ça va guérir le territoire, mais ça va faire en sorte que le nettoyage, toute la technologie qu'on va créer pour la nettoyer, va faire en sorte qu'il va donner des résultats à long terme. Parce qu'on va voir la rivière non pas comme un objet d'exploitation, mais de domination, mais plutôt qu'on va avoir du respect, de la réciprocité, mais avant tout, je pense, il ne s'agit que de la considération de sa voix et d'elle-même comme écosystème qui a le droit de vivre et de prospérer. Donc, effectivement, on a dans une deuxième révolution, la première a été les droits humains, maintenant c'est les droits de la nature, et ces deux révolutions juridiques qui marquent le cours de l'histoire du droit dans le monde, et dans le cas du Canada, pourquoi pas de sa décolonisation. Merci beaucoup. Merci Jenny pour cette entrée en la matière. On pourra rediscuter plus tard pour les questions pour les gens qui se sont joints à nous plus tard. On a une période de questions prévue à la fin. Et également reparler notamment du rapport du secrétaire général des Nations Unies. Pour ceux que ça intéresse, c'est la référence A77-244. On pourra y revenir. Alors, continuons maintenant avec Marine Calmet, avocate de formation, juriste engagée pour les droits de la nature, présidente et cofondatrice de l'ONG Wild Legal, autrice de Devenir gardien de la nature, qui est paru en 2021, Décoloniser le droit, paru en 2024, et Justice pour l'étoile de mer, en 2025. Son intervention aura pour titre Confluence de l'art, de la science et du droit pour la reconnaissance de la scène. Alors Marine, je te laisse la parole. Ah, je crois que Marine a des difficultés à se connecter. Je vais lui écrire.
Très bien. Sinon, dans ce cas-là, on va continuer avec nos prochains conférenciers. À moins que Marine, ouais. Alors, on va passer à nos deux prochains conférenciers dans ce cas-là. À moins que Marine, je la vois qui revient. Marine, est-ce que tu es avec nous? Ah, super. Bonjour à tous. Désolée, j'ai eu un petit souci technique, mais c'est bon, c'est réglé. Vous m'entendez bien? Génial. C'est à moi, j'imagine, c'est ça? Bon, très bien. Eh bien, ravie, pour me présenter en quelques mots. Donc, je suis avocate de formation et juriste en droit de l'environnement. J'ai beaucoup milité en Guyane française contre des permis miniers et pétroliers. Et puis, j'ai cofondé en 2019 une ONG appelée Wild Legal, dont le but est la reconnaissance des droits de la nature en France. J'ai préparé quelques slides, mais l'idée, c'est que de mon côté, je me concentre sur la question des droits de la Seine. Donc, la Seine qui est un Français qui traverse notamment la capitale. Et tout ça pour mettre en perte aussi du travail formidable fait par Jenny, par l'Observatoire au Canada, et montrer quelles perspectives pourraient advenir aussi sur le territoire. Je vais essayer de vous partager une petite présentation que j'ai faite, et puis, et puis ensuite, je vais faire en sorte que de votre côté, hop, vous puissiez voir. Voilà. Est-ce que, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais? Ouais. Super. Bah, donc pour vous présenter ça en quelques mots, en France, de faire reconnaître les droits de la nature dans la loi ou d'immédiatement passer par ce biais-là pour obtenir un résultat. Et donc on s'est dit, pourquoi pas d'abord commencer par des expérimentations locales pour voir ce qui marche, ce qui prend, avec qui ça fonctionne, quels sont les acteurs de terrain qui sont stratégiques, etc. Et donc, du coup, on a lancé un programme d'expérimentation avec différentes associations, collectifs, espaces naturels, gestionnaires, des collectivités territoriales et des institutions pour vraiment tenter avec les gens qui ont envie d'expérimenter les droits de la nature, des propositions, des solutions juridiques différentes selon les territoires, voire de créer des mobilisations locales. C'est ce qui s'est passé notamment en 2021 avec la création du collectif des gardiens de la Seine. Donc à l'origine, c'était Wild Legal et puis surtout des gens, des hydrologues, des ingénieurs de l'eau, euh, des personnes aussi dans le milieu artistique. Et donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est que à partir de 2021 et autour d'un petit groupe de personnes, on a d'abord commencé à écrire une déclaration symbolique des droits du fleuve, collectivement, environ une quinzaine de personnes avec des profils très très différents, comme je vous disais, mais c'est vraiment cette volonté commune de s'inspirer de ce qui commence à émerger partout dans le monde, et Yenny l'a très bien présenté déjà, donc je reviendrai pas là-dessus. On a voulu aussi s'entourer d'artistes, et notamment on a travaillé depuis presque le début avec Jan Tomaszewski, un artiste plasticien qui avait étudié la question euh, de la représentation en fait du fleuve Seine à travers les croyances depuis les tribus celtes jusqu'à aujourd'hui. Et notamment, et je vais introduire la question là-dessus parce que c'est vraiment c'est la spécificité du fleuve Seine. Ce sont des croyances anciennes, animistes, qui réunissaient les populations celtes du bassin de la Seine autour de la déesse Sequana. Et on a retrouvé notamment ces ex-voto, ces représentations euh, d'êtres humains ou de parties du corps humain aux sources de la Seine, dans ces sources qui sont considérées comme un lieu de pèlerinage. Juste pour vous dire, ici, donc, c'était les travaux de fouilles archéologiques qui ont été réalisés sur le site, et grâce en fait à leur immersion dans l'eau et dans la boue, dans les sédiments de la Seine, eh bien, ils ont été parfaitement conservés, et aujourd'hui, on peut les visiter au musée archéologique de Dijon,
ces ex-voto sont présentés au public. Ils sont extrêmement fragiles et donc, du coup, ils sont très précieux. Donc, ce sont des ex-voto on venait jeter dans l'eau aux sources de la Seine pour demander protection à la déesse Sequana. Déesse Sequana qui, au départ, était probablement non personnifiée, en tout cas pas à travers une personne humaine, et qui progressivement, à l'âge de l'Antiquité, est devenue cette déesse des sources. Et encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pratiquent le culte de Sequana et qui viennent encore se recueillir et demander soins et protection à la déesse de la Seine. Ce qui est intéressant, c'est que progressivement, avec l'arrivée du catholicisme, eh ben, les tribus celtes, d'une part, soit ont été transformées dans leur culte, évidemment, transformées dans leur culture, dans leur appréciation du fleuve, mais on le voit aussi, la religion catholique a amené un regard très, très différent sur le fleuve, et notamment, ce sont ces saints saurochtones, ces saints terrasseurs d'hydre qu'on retrouve sur les vitraux, en fait, des chapelles ou des églises qui longent la Seine, en particulier aux endroits où il y a eu des crues ou dans des zones inondables. Et donc, ces saints saurochtones qui terrassent le dragon, qui terrassent l'hydre, qui, ou qui le chassent, eh bien, représente en fait un tournant dans notre manière de concevoir notre relation au fleuve, puisqu'en fait, on n'a plus cette relation comme la relation animiste de soins, de demande de protection et donc de culte voué au fleuve et à son esprit, mais au contraire, l'esprit de la Seine devient cet esprit malfaisant qui détruit les récoltes, qui détruit les habitations, qui amène la misère, la peur, la mort, etc. Et donc, on se détourne progressivement du fleuve. Et cette canalisation, enfin, pardon, cette représentation, on la voit beaucoup sur des cartes. Yann a fait un énorme travail de recherche auprès, notamment d'un mythologue, une personne qui avait fait ce travail de localiser sur les sites où sont les crues de la Seine, où sont les zones inondables de la Seine, les églises qui représentent ce lien à la Seine, ce lien donc de peur et de défiance vis-à-vis du fleuve. Et c'est très intéressant parce qu'on le voit progressivement, donc il faut imaginer donc une conception du fleuve qui se transforme par par ce lien qui se brise en fait avec le fleuve. Et puis progressivement, avec la déchristianisation, eh bien, étant donné qu'on ne peut plus s'en remettre à Dieu pour protéger les populations, eh ben, on se tourne pleinement et entièrement vers la technique, vers le savoir humain, l'ingénierie. Et on commence à voir voilà, cette transformation, cette défiguration, on peut le dire même, morphologique du fleuve à travers la construction des grands canaux, des grands ports. Le fleuve devient progressivement un axe de passage, un axe de transport, une voie navigable, voire un égout aussi, dans lesquels on rejette les eaux. Et donc, vous le voyez à travers cette histoire, en fait, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de raconter comment notre relation au fleuve a changé pour aussi expliquer vers quoi elle pourrait aller demain. Et donc, cet autre regard sur le fleuve, on l'a notamment travaillé avec Yann Tomaszewski à travers une performance qui s'appelle Sequana, qui a d'ailleurs eu le prix Koal, qui est un prix artistique décerné aux artistes qui travaillent sur la question de la transition écologique et qui vient donc rendre honneur au travail réalisé. Donc, Yann a réalisé des ex-voto, des répliques des ex-voto en charbon actif qu'on a transporté sous la forme d'une cérémonie à l'occasion de la Nuit Blanche, qui est une nuit dédiée aux arts en tout genre en France. Et ces ex-voto, on est allé ensuite les immerger dans la scène. On a fait notre offrande d'une certaine manière à la scène, mais aussi ces ex-voto, ils ont été emballés donc dans des couvertures, elles aussi lestées, pour plonger sous l'eau. Et on est aussi, quelques mois plus tard, vous voyez, ces ex-voto ont été totalement transformés par leur passage dans l'eau. L'idée étant que, comme ils sont un charbon actif, ils se chargent en pollution et qu'ils deviennent en fait pour nous des pièces à conviction parce qu'on les a utilisés ensuite, ces ex-voto, dans nos procès fictifs et notamment un procès qu'on a organisé donc au musée Carnavalet, qui est le musée de l'histoire de Paris, un très beau musée qui a notamment une orangerie, dans lequel nous avons organisé donc le procès de Sequana. Ici, vous voyez un des ex-voto sorti donc de la scène qui a été présenté au public
Et donc, on a fait un faux procès où donc 3 magistrats, le magistrat des villes, le magistrat des entreprises et le magistrat dédié aux citoyens, venaient justement à la demande de Sequana répondre à cette question de la violation des droits du fleuve. Parce qu'il se trouve que dans ces ex-voto, donc dans ce charbon actif, on a retrouvé énormément de polluants, à la fois des polluants d'origine agricole et d'origine industrielle, mais aussi des polluants liés à la aux mauvaises infrastructures de traitement de l'eau et d'où la responsabilité des villes. Et puis aussi des polluants dus à nos activités, nous, citoyennes et citoyens, au quotidien, des choses aussi bêtes que de la caféine, de la cocaïne aussi, des antidépresseurs et tout un tas de choses qu'on retrouve malheureusement dans l'eau de la Seine. Et le clou du spectacle a été ensuite de présenter ce travail sur les droits de la scène au Théâtre de la Concorde, qui est à Paris, le théâtre dédié à la démocratie, où plus de 600 personnes étaient réunies et encore au moins autant à l'extérieur, autour de Anne Hidalgo, la maire de Paris, Mayer Rossignol, le maire de Rouen, une autre ville frappée par une catastrophe industrielle, mais aussi de grands avocats, de grands magistrats et procureurs. Et à cette occasion-là, la maire de Paris a annoncé la tenue d'une convention citoyenne pour les droits de la scène. Cette convention citoyenne, elle réunissait donc des citoyens de la ville de Paris tirés au sort qui ont travaillé sur la thématique de la reconnaissance des droits de cet écosystème. Euh, Cet écosystème aujourd'hui, donc comme je vous le disais, qui fait face à de nombreuses pollutions, des destructions morphologiques et oui, encore énormément de projets actuellement viennent perturber en fait son équilibre sur le long terme, comme des projets comme le canal Seine-Nord-Europe qui doit relier donc Paris aux Pays-Bas pour transporter toujours plus de matériaux. D'autres comme Green Dock, un entrepôt logistique à la sortie de Paris, qui, encore une fois, dans cette logique utilitariste du fleuve. Et donc, ces citoyens ont planché sur de nouvelles formes de protection, de défense des droits de la Seine. Et donc, évidemment, on s'est associé à cette réflexion pour les encourager à faire des propositions juridiques, politiques ambitieuses à ce sujet-là. Donc, la restitution des travaux est prévue le 3 juin, donc la semaine prochaine, en conseil municipal, donc dans cette même salle où ils ont fait leurs travaux, c'est la grande salle du conseil municipal de Paris. D'ailleurs, vous pourrez suivre en ligne sur YouTube si ça vous intéresse cette restitution et elle sera d'ailleurs accessible pour revisionnage ensuite. Donc, avec Wide Egal, on a fourni notamment un document de positionnement. On a expliqué en quoi les droits de la scène pourraient fournir des réponses utiles en termes de gouvernance, en termes de protection face aux pollutions, mais aussi face aux grands projets inutiles et à imposer sur le cours de la Seine. Et ce que je peux vous dire de plus récent, l'aboutissement, je dirais, je finirai là-dessus, c'était, pardon, il y a une photo qui est mal passée. Notre colloque à l'Assemblée nationale qui s'est tenu en mai dernier, où justement, et c'était la photo que je voulais vous montrer, je suis navrée, Pierre Rabadan, l'élu en charge de la Seine, a présenté donc les futures ambitions de la ville de Paris et d'autres collectivités à propos justement de la reconnaissance des droits du fleuve. Il faut dire qu'en France, donc et comme ailleurs, hein, de multiples stratégies sont envisageables pour la reconnaissance des droits du fleuve. Un rapport écrit par le GRIDO, qui est un groupement de recherche universitaire en matière d'urbanisme et d'aménagement, a notamment privilégié la proposition de la création d'une instance autonome en charge des droits du fleuve, une sorte d'autorité indépendante euh, créée ex nihilo pour la Seine. D'autres stratégies sont parfaitement envisageables aussi, et notamment une stratégie peut-être plus coordonnée à l'échelle de toute la France, où des fleuves et des rivières pourraient donc être ensemble reconnus comme sujets de droit, étant donné qu'en France, de nombreux, et ça sera, je laisse ensuite la parole du coup à mes collègues, à mes camarades, à propos de ces autres fleuves qui, eux aussi, font l'objet de mobilisations, de travaux depuis de très nombreuses années. Et donc, en France, on pourrait distinguer une stratégie constitutionnelle comme en Équateur, une stratégie législative, évidemment, et bien d'autres. Et donc, c'est pour cela qu'on voulait organiser ce colloque à l'Assemblée nationale. Ah oui, j'ai marqué colloque à l'Assemblée citoyenne, c'est pas tout à fait ça. Colloque à l'Assemblée nationale, évidemment, avec nos députés
dans le but justement de pouvoir, je dirais, faire avancer la chose auprès de nos élus, auprès de nos parlementaires. Et d'ailleurs, je les retrouve, ça, pour certains d'entre eux, la semaine prochaine, puisqu'il y a en ce moment même une mission d'information menée par les parlementaires français au sujet justement de la protection des cours d'eau. Et donc, je suis auditionnée dans ce cadre pour répondre de questions juridiques tenant à la personnalité et aux droits des cours d'eau ailleurs dans le monde. Et donc, je serais évidemment ravie de parler de ce qui s'est passé au Canada et de montrer que en France aussi, eh bien, les solutions qui sont proposées au niveau international sont parfaitement recevables et qu'il est absolument souhaitable que nos députés eh bien, se penchent très sérieusement sur cette question. Voilà. Je m'arrête là. Merci Et je vous Marie. remercie. On est très heureuse de t'avoir parmi nous et que tu nous partages ces avancées des différents projets. On aura également l'occasion d'en rediscuter plus tard. Alors, passons maintenant à nos deux prochains conférenciers. Sophie Gosselin et David J. Bartoli. Sophie Gosselin est docteur en philosophie à l'Université de Strasbourg. Elle enseigne la philosophie et les sciences humaines dans le master études environnementales de l'EHESS à Paris. Et elle est chercheuse associée également à CITERES à l'Université de Tours. Ses recherches portent sur les conséquences philosophiques de la crise écologique, l'Anthropocène et les droits de la nature à travers une approche philosophique de terrain. Elle est membre du collectif Vers un Parlement de la Loire, dans le cadre dans lequel elle initie une école territoire de Loire avec la mission Val-de-Loire UNESCO. Elle est aussi vice-présidente du conseil scientifique du bassin Loire-Bretagne et cofondatrice et membre du comité éditorial de la revue en ligne terrestre.org. David G. Bartoli est philosophe et auteur. Il enseigne à l'Université de Tours et est chercheur associé à CITERES UMR 7324, ainsi que chercheur associé pour l'Observatoire international des droits de la nature, basé à Montréal. Il est membre depuis 2021 du collectif Vers un Parlement de la Loire également et a initié en 2024 le Conseil diplomatique de bassin versant à Genève en Suisse, qui est une institution potentielle. Il fait partie de l'organe scientifique l'Assemblée de la Terre France, sous l'égide Harmony with Nature des Nations Unies, qui sera d'ailleurs inauguré le 2 juillet 2025 à l'Université de Toulon. Il est membre fondateur de la maison d'édition Dehors et de la revue en ligne terrestre. Alors, Sophie et David ont coécrit l'ouvrage La condition terrestre, habiter la Terre en commun, qui a gagné d'ailleurs le prix du livre Environnement 2023 et le Toucher du monde, technique du naturel aux éditions Dehors en 2019. Leur intervention aura pour titre Du Parlement de Loire à l'Assemblée de la Terre France ou l'émergence d'initiatives citoyennes et scientifiques en faveur des droits de la nature et de la terre. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. On va, je pense, présenter l'un après l'autre différentes initiatives dans lesquelles on est engagé. Moi, j'ai commencé un petit peu par introduire sur le processus et le collectif Vers un Parlement de Loire, en restituant un petit peu l'historique. Donc, ça a été le collectif, en fait, Vers un Parlement de Loire. C'est issu d'un projet culturel, artistique, qui a été initié en 2019 à l'initiative donc une structure pôle des arts urbains à Tours, donc sur la Loire, qui a invité donc l'artiste et metteur en scène Camille Toledo, avec l'hypothèse d'explorer une mise en scène d'une question autour de qu'est-ce que ça impliquerait de reconnaître Loire comme sujet de droit. Qu'est-ce que ça impliquerait à la fois sur le plan juridique, mais aussi politique, sur le plan scientifique, sur le plan artistique. Donc donc il y a eu, ça a donné lieu à une série d'auditions publiques qui ont été organisées pendant 2 ans à peu près, au cours desquelles étaient invités des chercheurs de différentes disciplines. Donc, ça allait de juristes, écologues, philosophes, paysagistes, urbanistes, avec cette hypothèse, en leur soumettant cette hypothèse. Alors, qu'est-ce que ça ferait sur votre discipline, sur votre pratique, sur votre manière de penser Loire, le fait de la reconnaître comme sujet de droit?
Donc ça aboutit à l'écriture d'un ouvrage qui s'appelait le fleuve qui voulait écrire. Et un petit peu dans la suite, donc nous, à l'époque, on a commencé à s'impliquer à ce moment-là dans le processus du Parlement de Loire, parce qu'en moment où se déroulait ce processus, on était en train d'écrire ce livre, La Condition terrestre. Nous, on s'est intéressé justement aux différentes initiatives dans le monde de personnalisation juridique des écosystèmes, notamment le fleuve Wanganui, qui nous paraissait marquer un basculement complet du fait que ça soit un fleuve, ou plutôt un écosystème à la fois dans sa dimension physique, matérielle et immatérielle, qui soit reconnu comme personne, notamment dans le cadre avec aussi une reconnaissance de la cosmologie maori et le fait de reconnaître cette entité collective, donc collective comme Te Awatupua. Et on s'est dit, mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de complètement transformer notre manière de penser la relation au fleuve, enfin, et en tout cas au milieu naturel, puisque puisqu'il ne s'agit plus simplement pour les humains de se considérer comme des propriétaires de la Terre, mais plutôt comme appartenant et faisant partie d'un écosystème qui les dépasse. Et donc du coup, ça pose complètement la question politique autrement. Donc, à un moment au moment où, alors attendez, il y a des messages là, je ne sais pas s'ils nous concernent. Au moment où on explorait un petit peu ces hypothèses, donc apparaît la question, le processus, ces réflexions autour de l'idée de créer un parlement sur la Loire. Et donc on s'est retrouvé embarqué dans l'aventure, à participer aux auditions. Et habitant à Tours, aussi à commencer et à être impliqué dans le milieu associatif, milieu culturel, ligérien, a commencé à se dire, mais en fait, faut plus que ça soit simplement une question par les habitants. Faut que cette question-là soit vraiment prise en main par un processus citoyen et habitant sur la Loire. Et donc petit à petit, le processus s'est transformé. Donc à l'issue de ces auditions, il y a eu un grand événement qui s'est appelé les Assemblées de Loire, où l'idée c'était justement sur le bol de Loire d'organiser un temps de rencontre beaucoup plus populaire pour solliciter et inviter les citoyens, les habitants, alors essentiellement tourangeaux, pour en fait rendre publique cette question-là. Et en fait, dans la suite de ça, il y a un collectif donc qui s'est constitué, qui s'appelle Vers un Parlement de Loire, qui a essayé de prendre au sérieux l'hypothèse qu'a émis Bruno Latour, qui était intervenu dans la première audition, et qui était de dire, mais comment est-ce que vous pouvez imaginer défendre des droits de Loire s'il n'y a pas de peuple pour les défendre? Donc c'était un petit peu le point de départ un petit peu de ce qui a marqué la deuxième étape du processus du Parlement de Loire, c'est-à-dire, en effet, il n'y a pas de peuple de Loire constitué en tant que tel, sachant que la Loire est un des fleuves les plus grands de France, qui traverse des régions très différentes, entre l'estuaire, entre le centre dans lequel nous on se situe, et ensuite vers plutôt le Montgerbier-des-Joncs. On a affaire à la fois à des climats, mais aussi à des communautés assez diversifiées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire peuple de Loire? Est-ce qu'il faut penser à un peuple au singulier? Et en même temps, s'il n'y a pas de peuple constitué, comment est-ce qu'on va participer ou mettre en œuvre des processus à la fois sociaux et culturels pour faire émerger quelque chose comme un peuple qui soit capable de défendre justement les droits du fleuve. Et que, en fait, là, il est apparu assez rapidement que on ne pouvait pas porter la question juridique sans, en parallèle, initier tout un ensemble de processus socioculturels. Alors, quelle forme ça a pris? Ça a pris la forme notamment d'un événement qui a été organisé je dirais à l'échelle à une échelle assez grande en 2023. C'était en 2023. C'est la Grande Remontée de Loire. Alors, la Grande Remontée de Loire, c'est une remontée en bateau. Donc plutôt des tous, des tous, c'est des bateaux traditionnels de Loire, tout cabanés, qui donc remontaient de l'estuaire jusqu'à Orléans, où a lieu une fête annuelle des bateliers de Loire. Sachant qu'au sein du collectif Vers un Parlement de Loire, qui est composé aujourd'hui un peu plus d'une dizaine d'associations, de structures, très différentes, il y a à la fois des structures universitaires, des structures associatives d'éducation populaire, il y a aussi la mission Val de Loire UNESCO, des structures culturelles. Et parmi ces structures, il y a notamment la Rabouilleuse, qui est une structure de bateliers, qui est une association de bateliers.
Et donc, tous les ans, eux, déjà, les bateliers remontaient en fait le fleuve pour aller au festival à Orléans. Et là, l'idée, c'était de dire, bah, pourquoi pas se saisir de cette occasion, de cette remontée, pour organiser une remontée beaucoup plus collective et plus publique qui porte la déclaration des voies et droits du fleuve et qui fasse à travers des escales tout au long du fleuve, qui aille à la rencontre des habitants du fleuve, qui aille à la rencontre aussi des communes, et pour organiser des temps festifs au cours desquels serait présenté ce manifeste hein, des droits et voies du fleuve. Donc c'est ce qui s'est produit. Hein, donc ça a remonté depuis. Donc c'était en gros Saint-Nazaire jusqu'à Orléans. Et donc moi, par exemple, j'ai participé à une partie des escales, parce que sur chaque escale, il y avait aussi l'idée d'associer des artistes et des scientifiques pour ben, justement amener des réflexions et d'autres regards sur le fleuve. Donc je peux montrer quelques images, notamment de, de ça. Je sais pas si vous voyez apparaître là. Donc là, par exemple, ce qui est intéressant, on a un des bateaux, donc c'est une des toues hein, de la Rabouilleuse, sur lesquels ils avaient justement sur la voile inscrit un des extraits du manifeste, donc qui était signé. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque escale, donc on organisait un temps d'assemblée publique avec des habitants, avec des artistes, avec des scientifiques, avec des élus, pour bah, justement mettre en débat qu'est-ce que ça veut dire de réhabiter le fleuve autrement, comment on se conçoit comme membre, comme faisant partie du fleuve. Donc là, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est qu'on voit que en fait, le bateau lui-même devient le support du manifeste. C'est-à-dire que le manifeste n'est plus simplement porté par des humains dans l'espace d'une parole qui est celle de l'Assemblée nationale, par exemple, mais qu'il est porté par le bateau lui-même. Donc c'est le geste lui-même, c'est l'ensemble des gestes qui en fait, qui sont l'expression de la Loire, qui sont l'expression de cette entité collective qu'est Loire. Donc, juste pour donner quelques images, donc ça, on voit quelques images donc, de la remontée en bateau. Sachant que parmi les enjeux de cette remontée, donc il y a l'idée des escales pour aller à la rencontre des habitants, mais il y a aussi toute la problématique des barrages, et notamment les barrages qui sont là pour refroidir les centrales nucléaires. Donc en arrière-fond aussi, c'est bah, en fait que ça pose toutes les questions de la continuité écologique et aussi de la possibilité pour les saumons, pour les anguilles, pour toutes les espèces migratrices de remonter le fleuve. Et d'ailleurs, la Rabouilleuse avait organisé en 2021 une action un peu symbolique qui était en fait, de s'arrêter au pied du barrage de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux et de porter à la main, en fait, le bateau. Donc, et c'est ce qui sont des bateaux très, très lourds. Mais pour montrer, en fait, la violence du barrage et l'impossibilité de traverser que ça provoque pour toutes les espèces migratrices. Et donc, par exemple, les escales, vous voyez, vous voyez un petit peu la photo, c'était un peu ça, en fait. Dans chaque ville, alors après, ça dépendait de la ville. Là, c'est une escale qui est à Montjean, qui est un petit village, qui est sur la Loire, hein, qui est un petit peu avant Angers. Et donc, les bateaux s'arrêtaient, et là, on convoquait, en fait, tous les habitants, les élus, pour échanger sur leur rapport au fleuve. Alors, dans la suite de ça, donc ça c'est ce qui est important à comprendre, c'est que le processus du coup du Parlement de Loire aujourd'hui, à travers que ce soit la Grande Remontée qui est un des exemples, mais il multiplie en fait, il y a une multiplication d'actions qui agissent essentiellement sur le plan social et culturel. Et en parallèle, il y a aussi d'autres acteurs, notamment l'Institut des études avancées de Nantes, qui travaillent sur les questions juridiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'idée de cette grande remontée, c'est d'ouvrir un peu un espace de transformation collective à l'échelle du territoire qui mettent en lien aussi les différents acteurs, parce qu'en fait, c'est un territoire assez grand, même si là, en fait, on ne couvre qu'une petite portion de Loire. Et à terme, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre, donc pour la prochaine remontée, c'est ce qu'on est en train de réfléchir à comment impliquer aussi les affluents,
dans cette dynamique-là pour commencer à imaginer qu'est-ce que ça serait de faire une culture et des peuples de bassin versant et de s'envisager dans la perspective des bassins versants et de tous des cycles vivants. Et donc l'idée, c'est qu'en parallèle, il y a ce processus juridique qui avance, hein, et tout ce processus socioculturel. Et une des traductions de ces processus, parmi tous ces processus qui ont été engendrés, il y a donc moi j'ai initié avec l'école, avec la mission Val-de-Loire UNESCO, qui fait partie des acteurs du collectif vers un Parlement de Loire, et qui, eux, historiquement, ils ont pour disons, mission d'animer le patrimoine nigérien. Alors, historiquement, au début, quand ça a été créé en 2000, l'UNESCO, c'était essentiellement conçu dans une perspective très anthropocentrée, des châteaux sur la Loire et du paysage naturel, mais plutôt comme un décor plaisant, disons. Et petit à petit, en fait, l'orientation de la mission Val-de-Loire, qui a été notamment aussi impulsée par toutes ces dynamiques autour du collectif vers un Parlement de Loire, ça a été de dire, mais en fait, ce qui compte, c'est peut-être moins ce patrimoine de château que aussi de réveiller toutes les pratiques vernaculaires, toutes les savoirs, en fait, on pourrait dire, qui sont liés au territoire, qui sont liés à des savoirs ancestraux, comme là, par exemple, sur les bateaux, en fait, le fait de recréer des bateaux, ça impliquait d'aller rechercher dans l'histoire comment ces bateaux étaient fabriqués, comment aujourd'hui on peut les refabriquer. Et donc, il y a une réactivation, en fait, des savoirs vernaculaires, des techniques nautiques, et de toutes les connaissances, en fait, qui sont associées au fait d'habiter Loire, qui sont en train d'être remises en scène, d'une certaine manière, et remobilisées pour justement réapprendre à habiter Loire autrement, pour réapprendre à en prendre soin. Et donc, un petit peu dans cette dynamique-là, la mission Val-de-Loire m'a demandé de travailler à réfléchir à qu'est-ce que ça voudrait dire du coup de faire école autrement. C'est-à-dire comment penser des espaces de transmission et de production des savoirs qui articulent à la fois des savoirs scientifiques, des formes savoirs artistiques plus sensibles, mais aussi qui redonnent une place, une visibilité, une légitimité à tous ces savoirs vernaculaires qui ont été longtemps dévalorisés ou délégitimés. Et tous les savoirs aussi habitants. Donc, par exemple, là, on a celui qui est justement à le micro sur l'image. Donc, c'est un habitant de l'île de Chalonnes-sur-Loire, qui est une île submersible de Loire. Submersible, c'est-à-dire que c'est une île qui, en fait, où les habitants ont appris à vivre au long des siècles avec les crues. Et donc, elle est balisée par tout un ensemble de digues qui permettent de maintenir en même temps la submersibilité de l'île, mais tout en maintenant son habitabilité. Et donc, eux revendiquent justement le fait de vivre avec les crues et de ne pas percevoir les crues simplement comme des inondations qui vont venir détruire leur territoire, mais justement de pouvoir maintenir et continuer à maintenir ces digues submersibles parce qu'elles leur permettent d'avoir un autre rapport au fleuve. Et donc, on est un petit peu parti de la rencontre qui s'est produite avec ces habitants pour initier un processus qu'on appelle l'école territoire de Loire. L'école territoire de Loire, c'est comment créer donc cet espace où on croise des savoirs différents, mais en partant des territoires, en partant des problématiques qui sont posées par le territoire lui-même. C'est-à-dire que dans la manière dont on pense l'école en général, on pense l'école comme un espace clos dans lequel on va transmettre des connaissances souvent abstraites, parce que ça présuppose un sujet de savoir, un sujet connaissant, qui est essentiellement défini par son esprit et qui par la suite va mettre en pratique différentes théories ou différentes actions. Mais il y a vraiment ce clivage entre corps et esprit qui est structurant dans le modèle, en tout cas, de transmission du savoir qui est le nôtre. Là, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, plutôt que d'avoir des espaces clos et qui ensuite interviennent qui s'inscrivent dans la nature, bah, l'idée, c'est de dire, ben, on part du territoire. Quelles sont les problématiques que soulève le territoire? Donc là, par exemple, une île submersible. Et autour de ça, faire émerger un écosystème d'acteurs qui puissent à terme proposer à la fois initier des processus d'enquête collective qui associent chercheurs, habitants, artistes, pour mieux comprendre et, et produire en fait des documents qui soient appropriables et partageables à une grande échelle sur la connaissance du milieu qu'ils habitent, et en même temps de créer en fait des espèces de programmes de formation qui permettraient justement de diffuser ces formes de savoir. Donc c'est ça un petit peu l'idée d'école territoire de Loire sur laquelle on est en train de travailler avec la mission Val-de-Loire. Donc je m'arrêterai là pour l'instant. Je laisse la parole à David pour Tu arrives à me trouver des documents oui, sur... les autres processus.
Oui, alors bonjour, et donc on va continuer un tout petit peu. Donc effectivement, bah, pour revenir, en fait, il faut quand même repréciser le Parlement de Loire a initié en fait en Europe, hein, c'est la première tentative en Europe de penser la personnalité juridique. Donc ça a eu une incidence très importante, et c'est vrai que ça a ouvert des possibles partout en Europe. Et donc c'est un petit peu ce que je vais revenir un petit peu sur cette dimension-là, comment s'est déplacée la question de C'est ça? la question de Loire et comment la question justement de rendre sensible notre rapport à l'eau, que l'on appelle aussi les veines de la terre, et où effectivement, jusqu'alors, vous savez, même en biologie, le vivant, il commençait à partir des plantes. On ne voyait pas les conditions même de la vie et on se rend compte que l'ensemble des luttes citoyennes, habitantes, écologiques, celles qui sont les plus significatives partent justement de la question de l'eau, celle qui est à proximité, celle qui ouvre les conditions de notre habitation et d'existence. Et effectivement, l'eau, c'est ce à partir de quoi on fait émerger une réhabitation citoyenne, ou dans la logique un petit peu de ce qui a été initié aux États-Unis, ce qu'on appelle le biorégionalisme, c'est-à-dire avec la question écologique, où effectivement la question de quelle échelle on porte notre manière de réenvisager notre rapport à l'habitation serait la bonne échelle. Et la bonne échelle, en général, effectivement, c'est plutôt l'espace d'une rivière ou ce qu'on peut appeler un bassin versant, c'est-à-dire l'ensemble des eaux qui, de la montagne, de l'amont à l'aval, s'écoulent avec ses affluents, mais aussi les pluies, les rivières souterraines, les glaciers. Et donc, c'est aussi mettre en perspective que l'on habite sur du temps long, hein, ce que certains appellent une écologie profonde, mais aussi avec ce que ça a de notre crise d'aujourd'hui, c'est que la France, en fait, est un des pays au monde qui a subi l'une des plus grandes déstabilisations climatiques, puisque normalement en France, on a 4 saisons, et là, depuis une dizaine d'années, nous n'avons presque plus que 2 saisons vraiment. C'est-à-dire plutôt un gros été et un automne qui dure, mais les hivers sont beaucoup moins rudes, voire plus du tout enneigés ou très peu. Et les printemps, en fait, étaient très chaotiques. Et donc, on est un pays aussi qui avons subi énormément de situations très déstabilisantes sur l'eau. Et puis, on voit que la question de l'eau et des bassins versants, c'est quoi? C'est imaginer une interdépendance. En général, les États souverains, c'est comment trouver son indépendance à n'importe quel prix. Alors, souvent, le prix, c'est quoi? C'est d'aller coloniser ou de faire de l'extractivisme à outrance pour trouver son autonomie. Mais donc, plus d'interdépendance. Et donc la question aussi d'imaginer une diplomatie de bassin versant, c'est réimaginer un autre espace politique, une politique des interdépendances, une politique de se soucier de qui sont avant nous, de quelle est cette eau dont on a besoin et qui a peut-être été stockée en dessous, sous nos pieds pendant 1 million d'années, et donc de se réinscrire dans ces interdépendances. Et donc le Conseil diplomatique est né à Genève. Il s'avère qu'en 2021, j'ai fait une résidence création à Genève dans un lieu d'art et d'écologie urbaine, Utopiana. Et il m'a semblé que on ne peut pas arriver sur un territoire sans en connaître ou la mémoire du lieu et en faire un diagnostic de ce qu'on pourrait appeler de santé territoriale. Qu'est-ce qui fait que cette ville, elle est ancrée dans son milieu? Et donc là, Genève, c'est le lac Léman, bien sûr, c'est aussi les montagnes qui l'entourent. Et historiquement, le Genève, s'est construit contre son lac et contre les montagnes, dont elle pensait que c'était des lieux, effectivement, dont il fallait se protéger. Donc, on pense encore cette espèce de petite cité-État, des villes closes sur elles-mêmes, et qui pourtant dépendent des eaux. Et là, effectivement, le diagnostic a été le suivant. Il me semble qu'il y avait 3 événements importants à ce moment-là quand j'y suis allé. L'événement, c'est, vous savez que à Genève et du côté France, il y a le plus grand accélérateur de particules au monde, le CERN, qui accélère sur 30 kilomètres souterrain. Et il y a une tentative de faire même maintenant un grand cercle de 100 kilomètres allant dans des couches très profondes et même sous le lac Léman. Et là, il me semble que justement, la maîtrise de l'humain sur les phénomènes naturels
que ce soit dans des laboratoires, pose problème quant à savoir justement comment intervenir directement dans le rapport à la Terre. Et on sait bien que les peuples premiers, l'espace souterrain, c'est l'espace effectivement de la Terre-mère. C'est celle où on vient la violenter, voire la violer. Et donc, c'est tout un rapport à notre rapport à la Terre où en Occident, il faut la changer. La deuxième chose, ça a été justement une rivière souterraine qui était urbaine et qui se jetait à un moment donné au milieu de nulle part dans les égouts. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle reste une eau vive, courante, pour les humains, elle s'échouait dans les égouts et on n'en parlait plus. Et le troisième, c'est ce qui a déclenché le conseil diplomatique, c'est à 200 mètres du site onusien de Genève, un parc avec des arbres voire tricentenaires, allait peut-être être totalement détruit pour faire un opéra, une deuxième opéra. Et en fait, une votation citoyenne, à 53%, je crois, ou 55%, a dit non et a voulu laisser ce parc en vie, avec ses arbres, Et il me semblait que justement, c'était peut-être l'occasion de redonner la parole citoyenne, et pas seulement experte qu'il y avait euh, dans ces instances onusiennes, et de remettre la parole humaine, la réinscrire dans la terre et par rapport à l'eau. Et donc, c'était ça, imaginer un conseil diplomatique de bassin versant à Genève, c'est de véritablement réinscrire une démocratie du vivant à partir de l'inscription des bassins versants, de l'eau, et ce qui me semble être la dimension d'une nouvelle démocratie où le démos, le peuple, n'est pas simplement un peuple d'humains, mais aussi d'autres qu'humains. Les objectifs principaux, on en a noté 5 et je vais les dire et après on va passer au-dessous, mais justement, là il y a l'image qui vient. On a fait une résidence professionnelle à Agir pour le Vivant, un festival très important en France sur les actions qu'on met en œuvre pour une approche éco-centrée pour les droits de la nature. Et c'était un petit peu cette idée justement qu'une montagne a une profondeur de temps très importante, a ces glaciers qui fondent, et donc comment refonder une démocratie et un peuple de l'eau. Il me semble qu'effectivement, il faut une diplomatie. Alors, c'est quoi les objectifs? Euh, Ça serait d'abord tout simplement effectivement une diplomatie interespèce, de façon à ce que l'humain puisse se reconnecter avec les autres espèces, assumer des débats, des controverses, des conflits d'usage entre bassins versants. Et puis, comme vous savez, justement, le Léman est découpé en deux, une partie France, une partie Suisse. Donc, c'est aussi véritablement mener des négociations de citoyen à citoyen, d'habitant à habitant, qui habitent un même lac, et malgré les découpages administratifs étatiques. Donc, comment on fait avec ça? Le deuxième, c'est de faire un lieu source, et pas forcément un lieu ressource, pour visibiliter les pratiques réhabitantes et défendre les droits et les communs d'usage. La troisième, c'est de penser et rassembler les outils pour défendre les communautés habitantes, outils juridiques, partage de savoir et de savoir-faire, et aussi valoriser les liens collectifs, associations, chercheurs. Quatrième élément, ce serait justement un espace de dialogue entre stratégies institutionnelles différentes, des assemblées populaires, des syndicats de territoire, des défenses des communs, droits de la nature. Et enfin, produire une culture écocentrée avec des territoires apprenants, des savoirs communautaires, indigènes ou vernaculaires, et ouvrir les humanités à des humanités écologiques et environnementales. Donc voilà, et justement faire émerger ce qu'on pourrait appeler justement de nouveaux récits entre euh, des formes, on va dire, ancestrales et l'épistémologie du Nord, occidentale rationnelle, la frotter avec d'autres épistémologies, celles du Sud, mais aussi que le droit se confronte aussi à la coutume, où effectivement la question du geste, la question de la solidarité ne sont pas des textes écrits et ont une autorité qui peuvent être pas seulement étatiques ou contractuelles, mais qui sont liées directement à la terre, directement à la relation à des esprits, aux rêves. Et donc, il nous semble qu'effectivement, c'est important. Pour dire un petit peu ce qu'on voudrait faire et là ce qu'il en est, on va passer
justement, avec l'Observatoire international, l'idée, c'est de dire effectivement, est-ce qu'on peut faire émerger des territoires européens? Et donc, on va plus loin. Oui, Non, c'est plus loin là. Ah oui. C'est là, c'est plus loin. C'est là, plus loin. Descend, descend, descend là. Voilà. Et encore. Voilà. Et donc, c'est avec le projet Bateau Labo, un ami et donc qui fait partie du Parlement de Loire, va prendre un bateau et justement va essayer de traverser un nombre de fleuves d'Europe pour essayer de voir effectivement quelles sont les cultures européennes. Est-ce que, il y a que des cultures anthropocentrées? Est-ce qu'il commence à y avoir des cultures écocentrées? Est-ce que les droits de la nature commencent véritablement à être perçus par les citoyens, les riverains et les habitants? Et donc, il va faire toute une trajectoire 2025-2026 de toute la Loire, la Seine, le Rhin, redescendre le Danube. Et donc, l'Observatoire international va aussi relayer en partie ces différents points d'observation, de monitoring. Et justement, là, l'idée, c'est de peut-être être l'occasion de faire une alliance entre les trois bassins versants, Loire, Rhin, Rhône, chacun s'accueillant, justement pour essayer véritablement de nouer une interdépendance. Et donc, ça a déjà eu lieu. J'ai déjà croisé Marine Calmé au Parlement du Rhin, à Strasbourg, qui va être un lieu, justement, où va s'articuler ces alliances. Et enfin, donc, pour arriver à cette dimension européenne et inscrit peut-être effectivement à dimension de la Terre, je vais signaler que justement, le Parlement de Loire, comme tu l'as dit, Yenny, au tout début, a figuré dans le texte des Nations Unies au sein d'Harmonie avec la Nature comme étant une expérience qui pouvait amener à faire émerger une Assemblée de la Terre d'ordre national, France. Et ça y est, c'est le cas. Donc, on va peut-être l'affiche, tu peux la trouver. Juste sur ça, ce qui est intéressant, c'est que le fait que le processus du Parlement Loire figure dans le rapport de l'ONU, ben, ça a des effets aussi concrets localement, parce que par exemple, la mission Val-de-Loire a pu s'appuyer dessus pour, elle, défendre une redéfinition du périmètre justement de la mission, en disant, ben, en fait, il faut arrêter d'avoir, parce qu'en fait, aujourd'hui, le périmètre qui est sous l'autorité de la mission Val-de-Loire, UNESCO, est un petit périmètre en fait sur la Loire. Ne recoupe pas l'ensemble. Donc là, il y a l'idée d'élargir justement le périmètre pour avoir une vision plus large de bassin versant. Mais le fait qu'il y ait ce texte de l'échelle de l'ONU, mais ça a permis donc, à des acteurs locaux de défendre aussi, eux, une redéfinition du périmètre. Donc c'est intéressant de voir aussi comment les différentes stratégies se complètent en jouant des échelles différentes, à l'échelle internationale, à l'échelle locale. Ben, ça crée des échos et des résonances à distance qui, en fait, œuvrent à une transformation collective. Et donc, ça revient justement à quelque chose aussi qu'on aime beaucoup, qui venant des femmes, C'est quoi le document? des femmes d'Amérique du Sud, hein, vous savez, elles lient corps, territoire, terre, et justement, c'est toujours cet aller-retour qu'il faut faire entre des dimensions qui ne sont pas que planétaires, qui sont vraiment la Terre avec ses mondes, perçus, vécus par différentes cultures, différents peuples, et de les territorialiser. Comment ça devient dans un territoire une réalité, un peuple, un corps qui fait territoire. Et donc là, ce qui est intéressant, et pour simplement finir, voilà, depuis donc maintenant 6 mois, Maria Mercedes Sanchez, qui donc a initié Harmonie avec la nature, c'est elle qui a fait remonter cette expérience effectivement du Parlement de Loire. Et donc avec elle et trois autres experts d'Harmonie avec la nature, que sont Caroline Régade, Cédric Rio, tous les deux du domaine du droit, plutôt les droits du vivant, mais associés effectivement à la terre, et Victor David qui justement a défendu de nombreux lieux en France et qui dernièrement essaie de donner des droits à la Méditerranée pour au moins une raison, c'est-à-dire que la Méditerranée est un des lieux au monde la plus en difficulté au niveau du diagnostic. Ça se réchauffe tellement, elle est tellement polluée que c'est ce qui a causé ce drame du Mar Ménor, hein, autant de poissons qui sont morts, mais aussi, il ne faut pas oublier l'ensemble de ces migrants qui meurent dans notre Méditerranée pour aller trouver refuge dans des pays qui n'éprouvent pas autant de sécheresse et autant de difficultés.
Et donc, on va donc ouvrir cette idée d'une assemblée de la Terre. Donc, on est, je crois, effectivement, Maria Mercedes nous le dit, nous sommes un peu les premiers, les pionniers en Europe d'ouvrir vraiment une assemblée de la Terre. On va l'inaugurer le mercredi 2 juillet à l'Université de Toulon. L'idée, c'est donc pendant 3 années de repenser les objectifs de développement durable avec 3 accents. La première année, ça va être autour de la nature, donc ça va être 2026-27. Le deuxième, repenser les objectifs sociétaux depuis une approche écocentrée. Et les objectifs économiques, où effectivement pour l'instant aujourd'hui, c'est toujours une approche économiciste de la nature, voire ressourciste, extractiviste, toujours monnayable, alors qu'il semble qu'effectivement il faudrait inventer une économie des communs, une économie euh, des énergies sociales et écologiques. Comment imaginer ça? Donc ça sera la 3e année. En 2029, normalement, il y a une étape régionale, c'est-à-dire en Europe, il va y avoir des dynamiques, comment les redonner. Et en 2030, c'est l'horizon de l'agenda de l'Assemblée de la Terre. Où en est-on dans nos différentes manières d'interpréter? Donc effectivement, où les accents, c'est une approche écocentrée, droit du vivant, droit de la terre. Euh, et donc voilà, c'est à peu près. Alors, pour dire aussi l'organisation rapidement, la structure est la suivante, c'est que les 4 personnes là, dont nous sommes les initiateurs et membres, nous composons un organe scientifique. Cet organe scientifique va être étoffé de personnes qualifiées, expertes juridiques, scientifiques, pour avoir un conseil, je dirais, assez, on va dire, avec une épreuve de terrain, une épreuve d'analyse. Et ensuite, qu'il y ait effectivement des personnes intéressées, toutes personnes qui sont justement citoyennes de terrain et qui font émerger toute cette culture des droits de la nature. Et enfin, des observateurs pour avoir des moments assez 2 ou 3 moments clés par année pour percevoir comment chaque personne se situe dans tous ces débats en France et en Europe. Voilà, voilà. Merci, merci David, merci Sophie pour vos deux interventions qui nous ouvrent les horizons et qui nous font un peu rêver et naviguer, si je peux me permettre le jeu de mots. Alors, sur ces deux interventions, nous ouvrons maintenant la période de questions. Ça va être l'occasion pour le public d'interagir avec nos intervenants d'aujourd'hui. N'hésitez pas à lever votre main. On va, dans la mesure du possible, prendre les questions et les poser, tout simplement. Donc, c'est le moment. Bon, mais moi, pour réchauffer un peu la salle, je voulais tout d'abord remercier beaucoup nos présentateurs, nos invités. Et j'ai remarqué, j'ai fait des liens avec vous, avec notre travail en équipe ici, avec Inès, avec Elisa et puis toute l'équipe des personnes qui s'impliquent. Et aussi avec nos chercheurs associés comme Annette qui est aussi dans la salle et puis François Xavier aussi, que je l'ai vu aussi participer dans cette conférence. Je vois qu'on est formé d'une certaine manière par une certaine expertise ou profession, comme avec Marine, on est formé en droit. Donc, on a comme une sorte de réaction d'aller vers la loi, de changer les choses par ce moyen, parce que c'est les outils qu'on a à notre disposition, qu'on connaît bien. Et puis, avec Sophie et David, je vois un développement profond, enraciné sur l'éducation. Et l'éducation, la sensibilisation, vraiment, c'est très, très important. Et puis, c'est inspirant parce que c'est-à-dire que chacun de nous, on peut agir dépendamment du domaine où on a été formé, donc pour changer les choses et améliorer notre monde. Et puis, je me demandais aussi pour David deux questions et puis Sophie en même temps. Et est-ce que vous voyez que tout le travail de longue haleine que vous avez fait pour éduquer, pour sensibiliser les gens autour de la Loire, et est-ce que vous pensez qu'il serait prêt à accueillir un projet de loi qui soit présenté devant l'Assemblée nationale, qui soit prêt pour le soutenir aussi, de dire on est déjà là-dedans, on est prêt pour ces mouvements-là?
Et la deuxième question aussi, ben, cette même question, ça serait pour Marine. Est-ce que tu penses que les gens de la Seine, de Paris ou autour de la Seine seraient prêts aussi à se mobiliser pour appuyer un projet de loi? Donc, pour qu'on le voit à la présentation et on le voit, c'est comme ce soutien citoyen pour créer la volonté politique. Parce que pour créer la volonté politique, on doit manifester aussi un soutien fort au niveau citoyen. Et ma deuxième question, c'est un peu aussi pour David pour la question de l'Assemblée La Terre. Et 2 juillet, à quoi on peut s'attendre? C'est quoi un peu le plan de travail et comment on peut vous suivre pour vraiment s'inspirer pour faire après, par exemple, l'Assemblée La Terre au Canada ou dans d'autres pays? Donc voilà, des grandes questions. Moi, je vais simplement revenir. En fait, après 2019, c'est le début du Parlement de Loire qui met en chantier l'idée de la personnalité juridique. Et en fait, en 2020, la première tentative de vraiment écrire une loi, c'est pour un fleuve de Corse, le Tavignano, où justement, dans un méandre, il y a une tentative de faire un lieu d'enfouissement de déchets, entre autres pour la grande ville de Bastia, mais parce que tout simplement en Corse, il y a un vrai problème de déchets. Et pour l'instant, les déchets partent en bateau, Corse continent, se retrouvent la plupart du temps en Italie pour être traités. Et donc, c'est ça. Là, il y a eu un grand mouvement citoyen et assez soutenu. Par contre, la question, effectivement, c'est quand même, la France reste quand même effectivement assez rétive, c'est le moins qu'on puisse dire, à ça. Ils ont été à l'Europe, il y a eu une manière d'être entendus, mais pour l'instant, il y a toujours un blocage, en tout cas, en France, de vraiment faire activer une loi telle que l'a pu le faire le Mar Menor en Espagne. Mais je vais aussi, non, des avancées sont en train d'être faites à partir de la loi, et je vais en laisser Sophie en parler. Alors, je dirais que enfin, nous, un petit peu le pari qu'on fait avec le collectif vers un Parlement de Loire, c'est que il en va d'une transformation ouais, culturelle, cosmique en fait, même cosmologique. C'est-à-dire que presque une conversion dans notre manière même de se sentir en tant qu'humain au sein de la Terre qui est en jeu, et que ça peut pas passer que par la loi. C'est-à-dire, la loi, elle est un levier qui est important parce qu'elle permet à un moment de poser des cadres et de défendre des droits mais qu'il y a tout un travail de transformation pour réapprendre aussi à habiter, et qu'il faut qu'il y ait des pratiques en fait ça s'accompagne de pratiques, de transformation pratiques. Donc c'est un petit peu et donc c'est vrai qu'il y a aussi un travail sur les imaginaires et sur les récits. On voit bien qu'aujourd'hui on est en peine de récits, et on assiste à une montée aussi à l'échelle internationale du fascisme, d'une réaction très violente vis-à-vis de tous les mouvements écologistes parce ils ont été identifiés essentiellement justement à des lois restrictives, à des contraintes, et que là, nous, l'idée, c'est au contraire, à travers tous ces processus de personnalisation juridique, le fait, en fait, ça ouvre des imaginaires, ça ouvre des désirs, enfin, ça ouvre des récits désirables. On se dit, mais en fait, on a réinventé, en fait, il y a toute une pan de notre expérience au monde qui a été complètement évacuée, qui a été minorisée, qui a été presque éliminée et comment on va pouvoir la réactiver. Donc il y a tout ce travail-là qui est à l'œuvre et qui est un travail quand même assez long, euh, mais qui, je pense, peut porter justement ses fruits et qui commence petit à petit à porter ses fruits. Alors, ça s'inscrit dans un processus long. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais sur la loi, en fait, avant qu'il y ait cette initiative, il y a eu dans les années 80-90 un mouvement qui s'appelait SOS Var Vivante, qui déjà s'était bagarré contre la construction de grands barrages. Parce qu'en fait, la Loire est un fleuve qui n'avait pas été autant canalisé et industrialisé que le Rhône. Et donc, mais du coup, il y a eu enfin, une volonté politique dans les années 90 en fait, de transformer la Loire en Rhône, en fait, d'en faire, de la ponctuer de barrages tout du long. Donc là, il y a eu déjà un premier mouvement, ça a été un mouvement enfin, un populaire, militant, citoyen très fort, qui s'est battu parce qu'il y avait déjà quand même, dans le contexte des mouvements écologistes des années 70, de l'idée de commencer déjà à percevoir un petit peu au-delà du partage nature-culture, mais à concevoir déjà des visions plus écosystémiques. Donc il y avait cette défense-là, mais là où il me semble qu'avec les droits de la nature, on a basculé un peu plus loin, c'est que on est vraiment dans l'idée, nous humains, c'est notre position en tant qu'humains au sein des écosystèmes qui est en train de se transformer. Euh, et, euh, et donc notamment, alors par exemple, alors là clairement, ce qui est intéressant avec la grande remontée de Loire, c'est que ça permet d'essayer de nouer des alliances à l'échelle
du fleuve, entre les communes, entre les habitants. Ça crée vraiment un espace de rencontre. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'à terme, ça peut aussi créer de nouvelles alliances politiques. Il y a eu aussi, au mois de mai, il y a eu aussi une rencontre organisée par le député Charles Fournier, député écologiste, justement à l'Assemblée nationale pour porter toute une journée organisée où ont été rassemblées différentes initiatives en France autour des questions des droits de la nature. Et alors Charles Fournier, c'est un député qui porte, c'est intéressant de voir qu'il porte en même temps la sécurité, un projet de loi pour la sécurité sociale de l'alimentation en France et en même temps les droits de la nature. Donc il y a vraiment un lien entre l'idée de repenser des solidarités sociales et l'idée des droits de la nature s'inscrit aussi dans cette dynamique-là. Et donc au cours de cette journée, bah, ça a été une manière de dire bah, on met le pied dans la porte de l'Assemblée nationale et c'était au moment où étaient en train de se voter dans la pièce à côté toutes les lois de simplification qui vont exactement à l'encontre de tout ce qu'on essaye de faire. Donc nous on était un petit peu le règne de la complexification, on essaye justement de montrer que les choses sont complexes et à côté ils étaient en train de voter les lois de simplification, ce qui se traduisent concrètement par la tentative de supprimer toutes les institutions écologistes qui ont été mises en France, en place en France, que ce soit l'ADEME, que ce soit l'OFB. Donc, il y a un mouvement réactionnaire très, très fort. Et donc, on est dans une période historique de tension très forte. Donc, dire est-ce que les gens sont prêts? Je pense qu'il y a clairement, franchement, en 10 ans, c'est impressionnant au niveau de l'imaginaire, l'idée même de dire, de reconnaître un fleuve comme personne morale. Ben là, ça commence à faire vraiment son chemin, à prendre, que ce soit rien qu'à Tours, par exemple, c'était en 2021, 22, 2022, je sais plus, la mairie de Tours a justement déclaré Loire comme citoyenne d'honneur, ce qui était une première. Donc on sent que ça commence vraiment à faire son chemin dans les esprits, et donc voilà, donc on est dans un double processus, à la fois une espèce de backlash, de contre-offensive, et en même temps une vraie popularisation, je dirais, de ces idées-là qui pourraient justement porter, il me semble, véritablement la possibilité qu'il y ait des lois qui commencent à être votées. Voilà. Marine. Marine, merci beaucoup. Ouais. Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter à ça, hein. La situation en France, elle a été bien décrite par vous deux. Nous, de notre côté, on a fait effectivement un petit peu, je dirais, à la fois le deuil de la facilité. Ça ne se passera pas dans la facilité, c'est sûr, c'est une évidence, vu la complexité du, et les tensions dans le monde politique actuellement. On va avoir en France 2 années, je pense, assez dures avant les prochaines présidentielles. Et on est plutôt dans un mouvement, en fait, de déconstruction du droit de l'environnement, mais du déconstruction, euh, simplification au sens, en fait, brutalisation des normes acquises jusqu'ici, détricotage de la protection du vivant. Et donc, une grosse partie de notre énergie est aussi consacrée à, je dirais, à tenir les barricades. Mais c'est aussi tout l'enjeu, c'est pour ça qu'on travaille par le biais d'expérimentation locale. Avec Why Legal, on a 25 sites d'expérimentation avec de grandes institutions, avec des acteurs de territoire, des villes, et je l'ai dit au début, notre idée, c'est à la fois de tenir les barricades pour éviter que les lois s'effondrent ou s'effondrent trop, je dirais, les lois actuelles, mais aussi déjà préparer les lois à venir pour faire en sorte que, effectivement, quand on aura, je dirais, une météo politique plus avenante, les droits de la nature soient suffisamment installés dans le paysage français pour que, en fait, ça paraisse évident et que ça s'installe avec un assentiment général et porté par la volonté générale aussi potentiellement de tourner la page de ces 7 dernières années-là qui sont longues. Longues et un peu fatigantes parce que justement, souvent un long enchaînement de renoncements politiques sur le plan écologique. Donc voilà où on en est et voilà pourquoi expérimenter et travailler sur le terrain, c'est aussi important en attendant que on ait un alignement des planètes politiques qui nous permettent justement de faire aboutir les droits de la nature.
Merci Marine, merci Sophie et David. Ben, c'est le cas de le dire, vous vous retroussez les manches. Il y a du travail qui est fait en France sur la question. Je vois que dans le public, on aurait une autre question de Stéphanie. Oui, merci beaucoup. Merci de me passer la parole. Je vous remercie de m'accueillir parmi vous. Je me sens quelque peu l'intruse alors qu'on parle du Canada et de la France. Je suis africaine, résidant au Cameroun, mais je me suis sentie interpellée par ce webinaire où j'ai quand même osé m'inscrire malgré le fait que le continent auquel j'appartiens n'ait pas été cité parce que j'estime malgré tout que la nature est une et indivisible et que finalement les expériences d'ailleurs, c'est-à-dire celles du Canada et de la France, pourraient être utiles dans un contexte africain où il faut aussi déjà, avec la même intensité, déplorer ce que sera l'avenir. Déplorer parce que nous sommes dans une copie, mais alors une copie totalement aveuglée de toutes les erreurs, si je peux les appeler ainsi, commises par les pays dits industrialisés, parce qu'on a encore cette image de ce qui est beau parce que c'est détruit. Donc, on a malheureusement rompu ce lien avec la nature. On est en train de le faire un peu plus progressivement chaque jour. Et donc, j'étais là pour écouter, pour savoir quelles sont déjà les dynamiques portées dans les autres continents, pour peut-être déjà les initier ici, parce que le problème s'annonce avec une très grande ampleur, avec une envergure aussi triste que celle que je peux voir ailleurs. Et honnêtement, je suis très inquiète, mais aussi motivée de savoir qu'il y ait un groupe comme celui que vous constituez, avec qui on partage la même énergie, le même intérêt. Malheureusement, j'ai eu l'indélicatesse de ne pas souligner, noter que 18 heures en France correspondait à 17 heures au Cameroun, donc je suis arrivée avec beaucoup de retard, mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions où je pourrais aussi partager, n'est-ce pas, ce qui se passe en Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier en ce qui concerne, n'est-ce pas, la déconnexion avec la nature et cette approche extractiviste et consumériste qui est en train de s'amplifier au Cameroun. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accepté et au plaisir d'être présent lors des prochaines sessions. Avec plaisir, Stéphanie, merci pour cette intervention. Et puis oui, avec grand plaisir. Donc, c'était oui, c'était la seule question, je pense qu'on avait sinon. Donc, bon, je pense nous sommes dans les temps. Alors, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire, Les droits de la nature, une approche comparative entre le Canada et la France. Nous remercions chaleureusement nos invités d'aujourd'hui, Marine Calmet, Sophie Gosselin, David G. Bartoli et Jenny Vega Cardenas. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé